Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission spéciale, ce nouveau numéro. Alors, sur ce plateau spécial, nous allons recevoir pour vous l'ancien secrétaire général du parti, aujourd'hui au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, député honoraire, président de ces structures, mais aussi entrepreneur. Il s'agit de Alexis Mutanda, que vous connaissez certainement. Alors, le thème de ces jours, Union pour la démocratie et les progrès sociaux du combat à la gouvernance, regard d'un ancien secrétaire général. Et dans le thème, je rappelle que la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que revue à ce jour, en son article 6, reconnaît à tout Congolais le droit de créer un parti politique. Alors de ce fait, l'échiquier politique est garni de plusieurs centaines de partis politiques, depuis ce discours que vous connaissez très bien, ce discours qui a donné donc la possibilité aux hommes politiques de bien donc créer leurs partis politiques. Nous tous concourent par des voies démocratiques à l'exercice du pouvoir, et parmi ces formations politiques, il y a l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo. Créé en 1982 pour s'opposer au pouvoir de l'époque, ce parti a longtemps incarné les aspirations du peuple au changement. Après une tentative marquée en 2011 avec son leader maximum, le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, que vous connaissez très bien, on l'a bien appelé le sens de l'IMT, l'UDPS a accédé à la magistrature suprême depuis 2019 après les élections organisées par l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Il a bien commencé son deuxième mandat après les élections organisées en 2023. Quelle est l'expérience de la lutte non armée accumulée depuis 3 décennies? Comment l'UDPS traduit-elle en acte les aspirations du peuple congolais? Regard d'un ancien secrétaire général du parti présidentiel, je le disais, Alexis Mutanda, et c'est bien avec lui que nous allons échanger. Alors nous sommes là sur ce plateau. Alexis Mutanda, bonsoir, bonjour. Bonjour madame. Alors, un plaisir de vous revoir aujourd'hui et surtout vous retrouver dans cette émission spéciale. Alors, vous êtes ancien secrétaire général du parti présidentiel. Vous avez marqué ce temps et vous étiez à l'Assemblée nationale élu comme député national. Dans quel contexte politique ou social, selon vous, l'UDPS, parti au pouvoir aujourd'hui, a vu le jour? Merci beaucoup pour la question, mais vous savez, c'est une question très longue et très complexe, tout simplement parce que pour arriver à mettre en place un parti politique de cette envergure, et spécialement du temps de, disons, des personnes comme M. Mobutu, que vous connaissez très bien. Qui était considéré comme un homme fort. Qui était considéré comme un homme fort, comme un homme seul, qui était considéré un petit comme Dieu qui était sur la terre. Eh ben, exactement. Et alors, vous savez qu'à un moment donné, on pouvait, disons que, suivre, si vous voulez, les gestes, les paroles, etc. du président fondateur. Alors, comment nos fondateurs sont arrivés, si vous voulez, en 1982 à mettre en place ce parti politique? Et il faut dire qu'il y a eu plusieurs événements. Parce que ceux qui ont fondé ce parti, ça veut dire les plus grands comme le feu président Étienne Tshisekedi, le Kibasa Maliba, les personnages qui étaient très importants à l'époque. Eh ben, il fallait plusieurs événements parce que la plupart de ces personnes étaient des collaborateurs de M. Mobutu. Vous savez que lorsqu'il a pris le pouvoir en 1965, le président Tshisekedi, qui était encore jeune universitaire, avait travaillé avec Mobutu d'abord dans le collège, si vous voulez, des commissaires
les jeunes étudiants, si vous voulez. Tshisekedi le père. Je parle de Tshisekedi le père, bien sûr, parce que nous parlons ici de la fondation du parti. Et puis ensuite, lorsqu'il avait terminé ses études, vous savez, on dit souvent que l'histoire d'un pays, eh ben, c'est l'histoire de ses grands hommes. Eh ben, l'histoire d'un parti politique comme l'UDPS, eh ben, c'est l'histoire des fondateurs de ce parti, parce que ce sont eux, si vous voulez, qui ont pris l'initiative. Alors, cette personne qui était un des membres les plus importants parmi nos fondateurs du parti, eh ben, avait commencé d'abord à être son collaborateur de M. Mobutu, je veux dire. Il était son ministre de l'Intérieur, il était son ministre de la Justice, il était son ministre, disons, dans un autre département. Et puis ensuite, à cause de certains événements, il a été ambassadeur du Zaïre au Maroc. Il est revenu et puis il a travaillé aussi très activement à l'Assemblée nationale en tant que député national. Député national 3 mandats, parce que il faut député national 3 mandats, le fait Tshisekedi. Voilà. Okay. Alors, ça veut dire que tout ce travail politique, ce travail, c'était en collaboration avec M. Mobutu. Mais comment est-ce qu'on peut dire à partir de quel moment, si vous voulez, les choses n'ont pas marché? Parce que oui, à partir de quel moment ils se sont disputés. C'est cette discordance, justement, qui a... Voilà, c'est cette discordance qui a amené certains députés, si vous voulez, à penser créer un parti politique à une période où il était extrêmement difficile de le faire. En fait, il y avait quelques événements qui ont fait que la première chose, c'est que au départ, ils avaient une constitution, c'est-à-dire M. Mobutu avait mis en place avec ses collaborateurs et spécialement les juristes comme les Tshisekedi, une constitution qui admettait 2 partis politiques, ou plutôt oui, qui admettait 2 partis politiques. Alors, avec l'évolution, quelques années après, Mobutu arrivait à confirmer, si vous voulez, son pouvoir sur le pays. Eh ben, il créait le MPR qui était le parti-État, et puis ensuite, il mettait en place sa propre constitution, c'est-à-dire il remplaçait la première par une autre où le monopartisme, c'est-à-dire son parti politique à lui, prévalait sur tous les autres. Ça, c'est une première qui a marqué. Et puis ensuite, il y a eu également d'autres événements. Par exemple, les étudiants du campus universitaire, l'Ovanium à l'époque. Vous savez, les étudiants, ils ont leurs manifestations, ils ont leurs réclamations et tout ça. Et M. Mobutu avait réprimé ces manifestations avec beaucoup de violence. Il y a eu même des morts, etc. Alors, un peu plus tard également, il y a eu un autre événement, mais cette fois-ci au Kasaï, où les trésors de diamants, c'est-à-dire dans les concessions de la Miba et tout ça, il y avait des trésors, comment je dirais... font souvent l'exploitation artisanale. Artisanale, et puis non permise, etc. Et M. Mobutu également, disons, avait réagi avec beaucoup de violence et il y a eu beaucoup de trésors qui étaient... Et c'était à Katekela, c'est un... Encore du Kasaï oriental. Oriental, nous parlons de Mbujimaï. Alors, tous ces événements, si vous voulez, petit à petit, eh ben, il y avait même des personnes où on révoltait certaines personnes, et spécialement des personnes comme M. Tshisekedi qui étaient très proches. Alors, ces gens ont voulu réagir pour montrer justement à M. Mobutu que, avec les allures qu'il prenait, le peuple congolais ne pouvait pas se retrouver et le pays ne pouvait pas, disons, aller vers le développement, décoller, etc. Et c'est comme ça que la première réaction qu'ils ont fait, c'est d'abord lui envoyer une lettre de ce qu'on appelle la fameuse lettre de 52 pages. Et du coup, on voit les 13 parlementaires.
Alors, les 52 pages, évidemment, c'était les 13 parlementaires, des personnes qui étaient quand même très courageux, parce qu'à cette époque, comme je vous ai dit, M. Mobutu était seul au pouvoir et il ne pouvait pas admettre qu'il puisse y avoir une voix discordante. Alors, ils ont envoyé cette lettre. Eh bien, qu'est-ce qui était dans cette lettre? Eh bien, dans cette lettre, ils ont tout simplement résumé tout ce qu'ils vivaient dans le pays, les conséquences du monopartisme, le peuple qui ne se retrouvait pas, et puis les discours de M. Mobutu qu'ils avaient analysés avec beaucoup de soin pour démontrer justement aux dictateurs qu'il y avait beaucoup de choses qu'il promettait aux gens, beaucoup de discours, n'est-ce pas, mirobolants, il y avait des contacts, etc., et qui n'étaient pas en application. Et par conséquent, ils tiraient leurs conséquences que Monsieur le Président, faites attention, hein, parce que ce que vous faites là-bas, c'est tout simplement le pouvoir, n'est-ce pas, dictatorial, mais ça n'amène ni au développement, ni au bien-être social de la population. Et alors, la réaction de M. Mobutu était évidemment très violente. C'est comme ça qu'il a commencé à balloter tous ces parlementaires à gauche, à droite et tout cela. Et la lettre était sortie et finalement, le 15 août exactement 1982, eh ben, les parlementaires, c'est-à-dire les 13 qui avaient adressé cette lettre, eh ben, ils sortaient le parti l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Eh ben, comme vous le voyez, ils avaient résumé évidemment dans ce parti et la vision et les objectifs. La vision, en fin de compte, c'était le bien-être social de la population, c'est-à-dire que c'était ça l'aboutissement, disons, de du parti. Mais pour arriver au bien-être social de la population, il fallait d'abord passer par certaines étapes. Et la première étape, c'était d'abord l'union. Vous voyez, l'union pour la démocratie, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord l'union de tous les Congolais. Tous les Congolais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et même les Congolais de l'étranger. Est-ce que ça a été le cas pendant cette période? Et alors, pendant cette période, nous parlons d'abord de cette période-là. Cette période ici, non, pendant cette période-là, est-ce que ça a été le cas, cette unité-là? Eh bien, cette unité, l'union dont il est question, eh bien, on a pu la constater non seulement à travers le pays, c'est-à-dire que l'UDP s'était implanté pratiquement dans toutes les provinces de la République. Vous ne pouviez pas aller au Bandundu, au Bas-Congo, au Kasaï ou n'importe où sans trouver les structures du parti, c'est-à-dire les fédérations, etc. Et puis, même à l'extérieur du pays, eh ben, des pays comme la Belgique, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, etc., étaient bondés des choses, des structures de l'UDPS, c'est-à-dire les fédérations, etc. Et je peux vous dire que c'est unique dans l'histoire, parce que même jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas un seul parti politique au monde qui a des structures dans divers pays. Est-ce que vous avez déjà entendu que les républicains américains ou les démocrates ou je ne sais pas quoi, ils ont leur siège ici à Kinshasa, une fédération, n'importe quoi, non? Alors, c'est pour vous dire que c'était d'abord ça, la première étape. Et ça, c'était une réussite totale parce que moi-même, à un moment donné, j'étais secrétaire national aux relations extérieures. Eh bien, je vous dis que quand je me permettais de faire la tournée de nos fédérations de l'extérieur, ça me prenait des semaines. Parce qu'il fallait quitter Kinshasa, vous allez, par exemple, en Afrique du Sud, eh bien, presque toutes les grandes villes de l'Afrique du Sud, il y avait une fédération. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le seul secrétaire général du parti qui a visité même toutes les structures à travers le pays. Non, mais à cette époque, j'avais commencé comme secrétaire national aux relations extérieures. C'est-à-dire, le poste de secrétaire général est venu après. Okay. Voilà. Alors, vous allez en Belgique, eh bien, en Belgique, c'était pratiquement la même chose. Dans toutes les grandes villes, on avait des structures du parti. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada, et les États-Unis, vous voyez un peu l'étendue de tous ces pays-là, eh bien, le parti était de telle manière que, bon, c'est de cette manière, évidemment, que ce parti... donc, l'union était déjà pratiquement
disons, réalisée par cette, disons, comment je dis, cette présence des membres du parti dans tous les pays du monde. Alors, la deuxième étape, évidemment, c'est que cette union doit servir à quelque chose. Eh bien, cette union devait servir à démocratiser le pays. C'est ça qu'on dit l'union pour la démocratie. Parce que c'est à partir de la démocratie, lorsque le peuple, aujourd'hui on dit peuple d'abord, mais peuple d'abord signifie quoi? Ça veut dire que, voilà, ça veut dire tout simplement que le peuple doit avoir une voix au chapitre. Ah, le peuple doit avoir une voix au chapitre. Et c'est le peuple d'ailleurs qui est, en fin de compte, disons, le commencement et la fin de l'action de l'UDPS. Mais pour justement obliger ou plutôt permettre à ce peuple, disons, de jouer son rôle, il fallait la démocratie. Démocratie, c'est-à-dire passer par des élections. Et nous avons pu réaliser ça avec beaucoup de brio aussi, parce que les premières élections démocratiques qu'on a réalisées, c'était en 2006, suivi d'une autre élection en 2011, et puis ensuite en 2018, et puis en 2023, ce qui veut dire que pour ce qui est de la démocratie, je ne dis pas que on a atteint évidemment la perfection, mais du moins la démocratie est en marche, elle doit s'améliorer parce que les structures... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que cette démocratie est en marche grâce à l'UDPS? Mais je vous dis qu'au moment où on a commencé, hein, on était d'abord tout seul sur le terrain parce que c'était le seul parti de l'opposition. C'était le MPR et puis l'UDPS et puis les autres. Le premier parti politique dans l'opposition. Dans l'opposition du temps de Mobutu, pendant que Mobutu était l'homme fort du pays. Eh bien, c'était le seul parti. Et les autres sont venus, disons, je dirais un peu en copie, parce qu'ils essayent. Et l'UDPS, c'était évidemment le parti le plus important. Et à quel moment l'UDPS a enregistré ces soucis où on a vu certains membres qui se sont retirés, et c'est à quelle période? Bon, madame, vous savez, un parti politique, vous entrez quand votre cœur vous le dit, et puis et le président Tshisekedi, Etienne, bien sûr, à l'époque, disait toujours que l'UDPS c'est comme un train. Hein? Il y a une gare à laquelle donc vous prenez la décision d'entrer dans le train, et puis une fois que votre voyage est terminé, vous arrivez à un autre arrêt, et ben c'est vous qui descendez du train. Et les autres continuent. Et les autres continuent, et alors les autres vont continuer parce que je ne peux pas vous dire que même parmi les fondateurs, il y en a qui ont laissé tomber en cours de route parce que c'était très dur. Il faut dire que les gens se battaient pour que les choses... Alors je vous disais la démocratie, mais la démocratie, une fois qu'on a atteint quand même une sorte de démocratie, eh ben, le but final, c'est de créer un état de droit, et c'est dans cet état de droit, finalement, que le bien-être social de la population pouvait... Donc, le parti avait une finalité, disons, une vision, un objectif de bien-être social de la population. Et qu'est-ce que cela veut dire, bien-être social de la population? Eh bien, le bien-être social des choses, c'est-à-dire, d'une certaine manière, donner sa chance à chacun. Donner sa chance à chacun? Donner sa chance à chacun, un peu comme dans tous les pays démocratiques du Congo. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous avez fait vos études de médecine, eh bien, en tant que médecin, vous devez vous retrouver, vous épanouir et être capable de faire les choses de votre et ainsi de suite. Vous êtes un sportif, vous avez des talents, vous êtes, par exemple, un footballeur des talents, etc. Eh bien, il faut que le pays vous permette de promouvoir, si vous voulez, exceller dans votre domaine. Dans votre domaine et arriver à atteindre, etc. ainsi de suite. Vous êtes chômeur, par exemple, vous n'avez pas de travail, ainsi de suite, mais vous êtes marié avec des enfants.
eh bien, il faut que la société vous permette de vous encadrer. C'est-à-dire que pendant cette période de chômage, vous devez nourrir la famille, envoyer les enfants à l'école. Et vous devez avoir également le minimum. C'est un peu comme dans les pays à démocratie aujourd'hui. Vous allez en Belgique ou en France ou ailleurs. Eh bien, lorsque vous êtes dans cette situation-là, vous le savez très bien, eh bien, il y a un service social. Vous décrivez votre problème, vous déposez votre dossier. Et puis, quelques semaines après, on va vous appeler pour vous dire, monsieur, on vous a trouvé un logement social quelque part, et puis vous aurez peut-être un peu de sous à la fin du mois, etc. C'était ça la vision de l'UDPS. C'était ça, mais c'est ça le bien-être social de la population. De la population, voilà. C'est un peu, est-ce qu'on peut dire, c'était un peu copier-coller? Ça a copié ce qui s'est passé. Mais c'est ça le sens même de la démocratie. La démocratie, c'est pour créer un état de droit qui doit permettre à tout le monde. Voyez un peu notre ville de Kinshasa. La capitale de la RDC. La capitale de la RDC. Vous passez, vous voyez un monsieur là-bas qui ne s'est pas lavé depuis je ne sais pas combien de semaines et qui est en train de dormir en plein soleil. Vous voyez bien qu'il est affamé, etc. Mais cette personne, est-ce qu'il faut la laisser mourir? Autant d'enfants aussi dans la rue, hein, alors que la rue n'a pas eu d'enfants. Donc, prenons d'abord cet exemple de cette personne que chaque jour vous passez par là et chaque jour vous le voyez au même endroit. Eh bien, cette personne là-bas, est-ce que réellement, parce que c'est aussi un Congolais, et puisqu'il est Congolais, il appartient à la société congolaise. Toutes les richesses du pays dont on parle, c'est aussi pour ce monsieur. Qui passe nuit à la belle étoile. Mais il passe la nuit à la belle étoile, etc. Quelles sont les chances que la société lui donne pour qu'il puisse aussi survivre comme tout le monde? Eh bien, voilà un peu la vision, si vous voulez. Vous êtes une dame, vous avez perdu votre mari, vous devenez veuve, vous avez des enfants, etc. Mais qui va s'occuper de vous? C'est la famille, mais si la famille ne le fait pas. Alors il faut une structure politique, et c'est ça le bien-être social de la population. Et ce bien-être social de la population ne peut arriver que dans un état de droit. Et cet état de droit, c'est la démocratie qui ouvre les portes de l'état de droit. Et pour démocratiser, il faut d'abord que les Congolais s'unissent, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc il y a tout un programme dans la... Alors nos fondateurs qui ont imaginé cette histoire, eh ben, mais ils avaient une vie difficile. Parce que d'un côté, vous avez, disons, cette vision, ces objectifs, et de l'autre côté, vous avez le pouvoir de M. Mobutu qui n'était pas tout à fait très chaud, parce que vous venez avec des, comment je dirais, avec des idées comme celle-là. C'était des idées qui étaient contraires à ce que lui... Est-ce que pendant cette période, ils sont restés avec lui parce que c'était donc des collaborateurs du président, ou ils ont été... Non, mais évidemment, et puis en fin de compte, le slogan de l'UDPS, pour qu'on arrive quand même, si vous voulez, à déblayer le terrain, qu'on atteigne les choses, c'était que Mobutu doit partir. Et alors, les membres du parti, les dirigeants de l'UDPS, etc., eh bien, leur discours était que Mobutu doit partir. Et c'est eux qui ont lancé le cri de Mobutu doit partir. Et ils ont commencé à le combattre visiblement. Et Mobutu, évidemment, ne se laissait pas faire non plus. Il avait ses structures, il avait sa jeunesse, il avait sa police, il était bien ancré. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient à leur disposition, sinon le peuple, comme on dit, le peuple en colère, n'est-ce pas, c'est plus fort qu'une bombe atomique. Et c'est ainsi que quand l'UDPS décidait de mettre c'était toujours des massacres. Mais c'était tout le monde en avait déjà marre pendant cette période. Et non seulement ça, mais lorsqu'il y avait une manifestation qui était programmée par les du parti, eh ben c'est tout le monde qui était dans la rue. Donc c'était en fait le pouvoir contre la masse populaire. Et vous avez vu de quelle manière on a fait ces choses. Mobutu a duré au pouvoir 32 ans. Il faut dire aussi que pour l'UDPS, disons, c'était quand même très dur.
Mais toujours est-il que quand on avait un objectif, quand on avait une réclamation à faire, eh ben, c'est le peuple qui prenait ses responsabilités. Alors, à quel moment Alexis Moutanda a décidé de rejoindre l'Union pour la démocratie et le progrès social qui avait commencé avec les 13 parlementaires? Bon, il faut dire qu'en 1982, lorsque le parti est sorti officiellement, donc le 15 août, eh ben, à cette époque, qu'est-ce que moi-même je faisais? En 82, j'avais une quarantaine d'années. J'étais directeur à la Société nationale d'électricité. Alors, la SNEL, la Société nationale d'électricité, parce que je peux vous dire que nous étions pratiquement au début même de la création de la SNEL. Et puis, c'est nous qui avons animé les premières structures et c'est nous qui étions comme les premiers directeurs. Est-ce qu'on peut dire que la situation que traverse aujourd'hui la RDC, vous êtes aussi complice en tant que personne qui a contribué à la naissance de la SNEL? Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas quand même, hein? Eh ben, vous parlez de choses différentes. Non, j'ai juste vous parlez de la SNEL aujourd'hui. Non, j'ai juste profité parce que... Il faut parler de la SNEL à ses origines. J'ai juste profité parce que vous avez dit aux téléspectateurs que vous avez contribué et en son temps, 40 ans déjà, vous étiez à la SNEL. Moi, j'ai profité quand même. Oui, mais justement, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé. Non, allez-y. Allez-y. Alors, on était là au début de la création même de la SNEL, parce que vers les années 1970, eh ben 70, 71, 72, à cette époque-là, on avait encore les anciennes sociétés d'électricité que les Belges avaient laissées. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, c'était les forces du Bas-Congo avec les centrales non, comment ça s'appelle encore? Non, ça va venir. Donc, c'était d'abord ces sociétés que les Belges avaient laissées, hein, on a pu, avec l'aide de la présidence de la République, parce qu'on avait un ingénieur qui était directeur de cabinet de monsieur de Mobutu, hein, le directeur, l'ingénieur du Sengimana, qui venait d'ailleurs de l'université de l'Uranium, qui avait terminé ses études. Alors, quand il avait terminé, Mobutu l'avait pris dans la structure de son cabinet. Et alors, comme c'était un ingénieur bien organisé, eh ben, c'est lui qui a aidé le pays à mettre en place la SNEL, l'ONATRA, la Régie des eaux, la GECAMINE, et même, disons, le chemin de fer, etc. Parce que avant l'arrivée de Mobutu au pouvoir, toutes ces sociétés encore dirigées par les Belges, mais Mobutu, comme il était, il avait quand même c'était un véritable Congolais, un compatriote qui était très nationaliste et alors qui a voulu organiser toutes ces sociétés pour que les Congolais puissent se retrouver. Et alors la SNEL, c'était l'ensemble de toutes ces sociétés qui existaient du temps des Belges et qu'on a regroupées au sein d'une même structure avec une nouvelle organisation et tout cela. Alors, c'est nous qui étions là avec le premier directeur général qui a été nommé à cette structure et qui avons organisé la SNEL pour qu'elle devienne, si vous voulez, une entité unique à travers tout le pays. Et alors, à cette époque, évidemment, vous savez, vous ne pouvez pas être technicien, ingénieur dans une société de l'État et puis faire la politique. Donc, on était peut-être d'accord avec les idées de nos frères qui étaient là, mais on ne pouvait pas les rejoindre. J'ai pu rejoindre l'UDPS officiellement en 1986, lorsque j'ai quitté la SNEL pour des raisons multiples. Encore un très long dossier.
Alors, en ce moment-là, j'étais libre et alors, en ce moment-là aussi, j'ai commencé à être actif, disons, avec, voilà. On a commencé d'abord avec des groupes de réflexion, et puis ensuite, la SNEL elle-même venait, ou plutôt l'UDPS venait d'avoir ses statuts, etc., donc membre du comité national, et puis ensuite secrétaire national aux relations extérieures, ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est officiellement vers les années, c'est pour cela qu'on a eu officiellement le titre de cofondateur, c'est-à-dire qu'on a contribué réellement à fonder ce parti, à le renforcer en faisant évidemment tout ce que nous avons fait. Avec déjà cette atmosphère politique qu'il y avait en son temps et que l'UDPS n'était pas pour une lutte armée, alors comment est-ce que vous avez vécu toute cette répression tout en... Eh bien, c'était une période qui n'était pas très facile, mais nos dirigeants, c'est-à-dire... À 40 ans, certainement, vous étiez déjà marié quand même, hein? Bien sûr, on était déjà mariés, etc. Et c'était d'ailleurs à cette époque que j'ai même créé mon journal, La Tempête des Tropiques, parce qu'on voulait quand même qu'il puisse y avoir, si vous voulez, des médias qui peuvent accompagner cette lutte, etc. Et puis le journal n'était pas le seul. Quelques années après, on a ajouté la station de télévision et puis ensuite la radio. Et le but final, exactement, le but final était d'aider les actions, enfin disons dans les médias, les actions de notre parti, etc. Donc, on a fait beaucoup de choses un peu dans ce sens-là. Et c'est comme ça que, et d'ailleurs, je peux vous dire que de 82 jusqu'en quelle année, au moment où M. Mobutu a, comment je dirais, là, quand il a élargi un peu, quand il a, voilà, avec son discours de 1990, le discours qui a permis à ce que la RDC ait plus de 100 partis politiques. Voilà, alors en ce moment-là, eh ben, parce que pendant toutes les années de 82 jusqu'en 90, je crois, eh ben, on était dans la clandestinité. Hein? Donc les services de sécurité, la police, etc., ne pouvaient pas accepter qu'on entende parler de l'UDPS ou de ceci, cela, etc. Mais avec cette ouverture de 1990, je n'ai pas la date exacte, eh ben, à partir de ce moment-là, il y a eu cette ouverture politique. C'est alors que le parti aussi s'est organisé de manière officielle. C'est-à-dire mettait en place ces structures. Il y avait d'abord le collège de fondateurs, qui était l'organe primordial. Et puis ensuite, il y avait le directoire. Le directoire, en fait, qui était composé de 4 personnes. Le président Tshisekedi, Kibasa Maliba, il y avait le monsieur de l'Équateur ici, bon, le roi, etc. Bon. Et puis il y avait Bouankiem aussi qui représentait un peu le Bas-Congo et puis le Bandundu, etc. Donc le directoire était constitué de 4 personnes, donc c'était une gestion en fait collective. Et puis ensuite il y avait le comité national qui avait un peu les attributions du Parlement du parti. Et puis vous aviez le secrétariat national qui lui était l'exécutif du parti. Et puis le parti lui-même était organisé en fédération, c'est-à-dire les fédérations, c'était des entités, par exemple une province comme le Kasaï occidental ou le Bandundu, par un comité fédéral, composé aussi de manière statutaire. Et puis il y avait également, surtout à l'extérieur du pays, en plus des fédérations, il y avait aussi des représentations. Et les représentants de l'UDPS à l'extérieur, c'était des personnes qui avaient des dossiers diplomatiques
parce qu'il y avait toujours un peu cet aspect diplomatique entre le parti et les dirigeants de tous ces pays-là. Donc c'est à partir de cette période-là que le parti a pu mettre en place, si vous voulez, ces structures de base, ainsi de suite, et puis commencer. Alors vous pouvez vous imaginer que c'est le moment où, comme vous avez posé la question, comment les gens se débrouillaient face... on avait aussi, on était évidemment sans armes, on était un parti, disons, qui n'utilisait pas la force, etc. Mais on avait une manière de résister un peu à tout cela. C'est ainsi que nos dirigeants, surtout le président Tshisekedi, ne passait jamais son temps à dire aux Congolais de se débarrasser de la peur. Voilà. Et il disait toujours, débarrassez-vous de la peur, parce que quand vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire, etc. Alors on pouvait même... C'était dans cet esprit-là. Dans tout cet esprit-là. Alors vous imaginez quand les combattants du parti étaient dans la rue pour faire des manifestations, quel que soit le nombre de policiers qu'on a envoyés pour les disperser. Et c'est comme ça qu'il y en a quand même qui sont morts, d'autres ont subi quand même des dégâts matériels, etc. Il y en a même d'autres qui ont perdu leur maison et tout un tas de, même leur travail. Parce qu'il y avait des sociétés qui n'acceptaient pas qu'on puisse avoir un agent qui est actif dans un parti politique, alors c'est bien ainsi de suite. Et alors on a tenu le coup, évidemment, jusqu'au moment où, disons, la situation, c'était, donc lorsque le multipartisme, si vous voulez, était accepté à travers le pays. Mais malgré ça, l'UDPS est resté quand même en tête, hein, connu pour cet engagement, cette lutte pour le bien-être des Exactement. Et puis après, il y a d'autres partis qui ont suivi. Il y a d'autres partis qui ont suivi, comme le MLC, comme d'autres partis. À un moment donné, lorsque Mobutu était parti, lorsqu'il y avait le FDL qui est arrivé, les choses étaient déjà très loin. Il y avait pas mal de partis politiques qui étaient déjà présents, si vous voulez, sur le terrain. Alors, madame, messieurs, là, c'est le combat du parti au pouvoir, parce que il y a des enfants qui sont nés après 2000, mais qui aujourd'hui s'intéressent à la politique. Mais il est toujours important de connaître d'où vient le parti aujourd'hui au pouvoir. C'est tout le monde qui parle de l'UDPS, mais aujourd'hui, nous sommes à la source. Alors, du combat du parti au pouvoir, nous allons faire un clin d'œil à l'histoire de la République démocratique du Congo. Quelle différence faites-vous aujourd'hui entre les trois régimes qui ont caractérisé quand même la République démocratique du Congo? On a eu Mobutu, vous étiez là, vous avez vu la gestion du fait Laurent Désiré Kabila et de son fils Joseph Kabila Kabange. Bon, vous savez, pour juger un régime comme celui de Mobutu, qui a fait quand même 32 ans à la tête de ce pays, on ne peut pas résumer les actions de cet homme en quelques mots. Mais ce qui est vrai, c'est que il avait bien sûr des tendances, ou plutôt, de pouvoir personnel. À un moment donné, il passait même pour Dieu le Père, etc. Il ne voulait pas être contredit. À un moment donné, on disait les paroles et les gestes du président ont force de loi, des choses de ce genre-là. Et qu'on ne pouvait même pas parler de lui n'importe comment. N'importe comment, etc. Mais de l'autre côté, lorsque on regarde certaines réalisations de cet homme, on peut dire que c'était un véritable nationaliste. Mobutu était nationaliste parce que, premièrement, je peux vous dire que les frontières de ce pays qui s'appelait la République du Zaïre à l'époque, je peux vous assurer que les frontières étaient bien respectées. Il avait une armée respectée et sécurisée. Et je peux même vous dire que pour y arriver, il avait quand même, disons, une armée très efficace qui était d'ailleurs
qui attirait quand même, disons, le respect de beaucoup même des étrangers. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'organisation économique, il faut dire aussi que toutes les structures, par exemple, ce que je viens de vous dire pour les sociétés d'électricité, de distribution d'eau, les sociétés de transport, etc., il avait fait des efforts pour que ces entreprises puissent être vraiment des entreprises opérationnelles. On avait Air Congo qui avait pas mal d'avions avec des pilotes congolais qui faisaient ce qu'ils pouvaient faire. On avait un chemin de fer, donc la société de chemin de fer qui partait du Katanga, qui traversait le Katanga, qui traversait le Kasaï, et puis donc ça veut dire que tous les produits miniers que le Katanga produisait, ça arrivait jusqu'à Kinshasa, et à partir de Kinshasa, ce produit était acheminé jusqu'à Matadi. Donc, il avait fait les choses de manière que ces chemins de fer puissent être réellement nationalistes. Et je peux vous assurer que c'est une société qui a engagé des milliers de personnes. Alors, des sociétés comme la GECAMIN, vous savez que quand les Belges sont partis, ils avaient laissé l'union minière, disons, du Katanga. Et ils avaient toujours un peu la même mise, n'est-ce pas, sur cette société. Et c'est Mobutu qui a nationalisé cette société, lui a donné même le nom de GECAMIN, avec des responsables, des dirigeants congolais, et c'est lui qui a utilisé les jeunes universitaires qui venaient des grandes écoles ou de l'université de Lovanium et du Katanga surtout, à la tête de ces, donc la société était l'AMIBA, c'était exactement la même chose, la minière de choses. La minière de Bakwanga. De Bakwanga. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même une personne qui avait disons, un esprit très nationaliste et qui, bien sûr, il y avait toujours ses velléités dictatoriales. Et puis, il y avait aussi le problème de son entourage, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des dirigeants parfaits, etc. Mais à ce point. Alors, pour ce qui est... alors, vous voyez que le monsieur, à force de faire ce qu'il faisait là-bas et tout ça, il était arrivé à accomplir 32 ans de pouvoir, ce qui est quand même assez long. Donc, c'est parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse... C'est un record, hein. Jusqu'au moment où on l'a forcé, évidemment, à quitter, à sortir, etc. Alors, vous parlez maintenant de celui qui est venu après. Je crois que c'était aussi un nationaliste, mais malheureusement, son problème, c'est que il a pris le pouvoir avec l'aide des étrangers, et lesquels étrangers n'avaient pas les mêmes objectifs que lui, ils n'avaient pas la même option, etc. Donc, c'est une personne qui a été un peu utilisée, si vous voulez, par de la RDC. Ils ont d'abord placé comme prétexte, n'est-ce pas, se débarrasser du dictateur. Et puis, comme les Congolais étaient déjà fatigués de Mobutu, il y en a aussi qui avaient marché dans ce sens. Mais une fois que Mobutu était balayé, qu'il était parti, on a vu tout de suite que ceux qui étaient en fin de compte les promoteurs de cette mission, ils se sont empressés, si vous voulez, non seulement d'abord, oui, évidemment, le but final était de le mettre d'accord, mais pour le mettre d'accord, ils ont créé d'abord des rébellions. C'est ainsi que vous avez vu RCD Goma, le MLC à gauche, etc., à opposer, tout juste pour le permettre, si vous voulez, de le balayer afin que eux, ils puissent commencer leur plan de balkanisation. Alors, vous avez vu que quand Kabila Père est arrivé, eux, ils avaient déjà un choix qui était déjà bien préparé, qui était déjà en place, etc. Et c'est Joseph qui est venu avec... Alors, au moment où il a pris le pouvoir, vous le savez vous-même très bien,
c'est que ces personnes qui l'avaient accompagné, qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir, eh ben, ce sont eux-mêmes, disons, qui ont commencé à infiltrer les structures politiques, à pénétrer, si vous voulez, notre défense nationale et même nos structures politiques, de telle manière que les 18 ans que Kabila a fait, c'était tout juste pour préparer ce que nous vivons aujourd'hui. Ah, donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila qui a... Ça a été préparé d'une manière très minutieuse. D'ailleurs, je crois que tout le monde le voit. Enfin, c'est une analyse que je fais, mais que nous avons tous vécu. Vous savez très bien que au moment où le président Fathi prend le pouvoir à Kinshasa, quand il a gagné ses élections de 2019, eh ben, il se retrouvait devant d'abord une armée qui était une armée simplement de nom. Vous savez très bien que c'était une armée qui était infiltrée jusqu'à la moelle Mais Kabila, quand il a parlé après un long silence, il a dit qu'il a laissé tout dans un très bon état pour le bien-être du peuple congolais. C'est ça que nous faisons, c'est ça que nous faisons comme analyse maintenant pour vous dire que tout ce qu'il a raconté là-bas, c'est tout simplement de faute. Prenons par exemple, disons, parce que un pays aussi grand que le Congo, 2 400 000 kilomètres carrés, eh ben, c'est un pays qui a besoin d'une défense nationale très solide. Mais la défense que Fathi a trouvée au moment où il a pris le pouvoir, eh ben, je peux vous dire qu'il y a des analyses qui ont été faites. Cette armée, il y avait combien de généraux? Une quarantaine de généraux qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas des Congolais. Et même l'effectif qui avait été... Alors, quand vous parlez d'une quarantaine de généraux, eh ben, les capitaines, les colonels, et tous ces gens-là venaient d'où? Eh ben, encore une fois, c'est des choses qui ont été programmées, préparées d'une manière. On fait, disons, le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Et ce dialogue, disons, propose une structure politique où il y a un président et 4 vice-présidents. Parmi les 4 présidents, vous avez ceux qui avaient fait la rébellion, comme le RCD, le MLC, etc. Mais quand vous voyez ce que Roubero a amené comme, eh ben, à un moment donné, ce monsieur avait posé comme condition que s'il voulait, les autres voulaient qu'il collabore, eh ben, il fallait que ces troupes à lui, c'est-à-dire les troupes du RCD, puissent être intégrées dans l'armée nationale. C'est comme ça qu'on a déversé dans l'armée nationale tous les Banyamulenge qui étaient dans l'armée de... Et là, c'est avec la bénédiction des Roubero. Mais c'est Roubero lui-même qui avait posé des conditions. Il avait dit que si vous voulez qu'on collabore, etc. Et alors, ces gens entraient dans l'armée nationale avec les titres que leur chef, il disait, voilà, la dame ici, elle est colonel. Ou bien, ce monsieur, il est général. Eh ben, pour qu'il puisse collaborer avec vous, il fallait accepter ces conditions-là. C'est ainsi que ces gens sont entrés en masse dans l'armée nationale. Ensuite, vous avez, une fois que lui-même était vice-président de la République, eh ben, il avait dans ses attributions la défense nationale, il avait tout un tas mais c'est pour la défense et puis alors, comme responsable de la défense, vous voyez ce qu'il pouvait faire. Et quelque temps après, il y a eu aussi à l'est du pays, dans la ville de Bukavu, des rébellions d'Nkundabatware, de Mutebutsi, etc., et qui ont fait des ravages dans la ville de Bukavu. Et puis, ces gens, il fallait aussi qu'une fois, alors ces gens avaient réclamé des dialogues, et puis on s'est mis autour de la table, et tout ce qu'ils ont réclamé, c'était qu'on puisse déverser leurs éléments, disons, armés dans l'armée nationale. Alors, vous avez bien fait de parler déjà de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça va nous permettre quand même de parler aujourd'hui de l'UDPS qui est à la tête de la République démocratique du Congo. Alors... Non, mais je m'excuse. C'est pour vous dire seulement que au moment où le président Tshisekedi a pris le pouvoir, eh ben, le terrain était miné. Parce que l'armée nationale, je vous ai démontré de quelle manière
de manière que le président qui est le chef suprême, si vous voulez, des armées, avait une armée devant lui, et il y avait des rébellions à l'est du pays, plus de 250 groupes armés identifiés et tout ça, mais lui, il avait cette armée, il pouvait combattre qui et avec quoi. Alors, sur le plan politique, c'était la même chose. Donc, vous aviez 24 provinces, et dans les 24 provinces, presque tout le monde était, disons politiquement, des partis politiques qui n'avaient rien à voir avec l'UDPS. Et lui, il devait gérer le pays avec un parlement, un sénat, et puis ainsi de suite, qui était complètement des personnes qui lui échappaient, avec une armée qui lui échappait totalement. Alors, le pauvre homme, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est comme ça qu'il a pris du temps d'abord pour organiser, disons, non, d'abord la politique, parce qu'il a créé l'union sacrée qu'il avait créée là-bas, c'était en fin de compte pour pouvoir, et là il est allé quand même très vite parce qu'il a pu récupérer pas mal de personnes. Mais du côté de l'armée, eh ben là ça a pris du temps. C'est ainsi que vous voyez que pendant des années, etc., l'armée ne pouvait pas être utilisée nulle part, et elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait beaucoup de trahisons là-dedans, etc., parce qu'il y avait beaucoup d'infiltrés. Alors là, vous venez de peindre un peu un tableau sombre à la session de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Mais exactement. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que dès qu'il est arrivé, il devait secouer tout le monde. Mais vous voyez que le terrain était miné. Et qui avait miné le terrain? Eh ben, ce sont ceux maintenant qui sortent pour dire il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais est-ce que vous voulez dire à la population que Félix Tshisekedi est bien le libérateur de la RDC? Mais, maman, vous savez, ce n'était pas un cadeau, hein. Et bien sûr, il avait gagné cette élection de 2018, mais il s'est retrouvé, si vous voulez, devant des structures qui ne pouvaient pas lui permettre d'imposer son programme d'action. Et vous avez vu que ce programme d'action ont commencé à venir peu à peu, etc. Parce que il y avait toujours ces forces négatives qui étaient... Donc, il doit être considéré comme le fils de l'homme qui est venu pour libérer. Exactement. Et en fait, le fils du libérateur, mais lui-même, bien sûr, parce que le père n'est pas le fils n'est pas le père. Mais si les deux ont travaillé dans la même direction, tant mieux, parce que il est passé quand même, disons, par une école de l'UDPS, une école de son père qui lui ont permis de comprendre le sens même de leadership et le sens des responsabilités. Alors, quel moment ou quel acte ressemble à un tournant décisif dans la marche de l'État? Vous avez vécu toute cette histoire du pays aujourd'hui parce qu'il y a eu des événements. Et que c'est vrai, vous l'avez dit, que Félix Tshisekedi doit être considéré comme le libérateur. Mais il y a déjà une déception qui s'installe dans les chefs de certains Congolais qui continuent à voir leur ventre rester affamé aujourd'hui. Alors la question est de savoir, selon vous, avec votre regard de tout ce qui s'est passé, quel est le moment qui peut être considéré comme un tournant décisif dans la marche de l'État pour rétablir les Congolais dans leurs droits et surtout dans la vision du départ de l'UDPS? Évidemment, il faut dire que l'année 2018, c'est une année charnière. Parce que vous avez, comme on a démontré ici, les 18 ans, il y a eu 32, mais il y a eu surtout les derniers 18 ans avec Kabila, parce que c'est pendant cette période, si vous regardez très bien, c'est là où les épines ont été plantées d'une manière systématique. Je vous ai démontré avec la structure de l'armée, je vous ai montré avec la structure politique. Et puis, n'oubliez pas que lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait combien de groupes armés à l'est du pays? Donc, ça veut dire qu'il y avait... Alors, vous voyez que la structure de l'est du pays était déjà explosive.
on parlait déjà à cette époque-là de plus de 10 ou 15 millions de morts. Hein, et puis, on vous dit, bon, donc, pour moi, l'année charnière, si vous voulez, l'époque cruciale, c'est cette période de 2018, lorsque le président Fathi a gagné ses élections et qu'il y a eu cette passation de pouvoir. Parce que c'est avec cette passation de pouvoir que ça nous a permis d'avoir un homme nouveau à la tête du pays. Il faudra dire merci à Joseph Kabila Kabange pour ces élections de 2018. Bon, et attention, parce que dire merci, lorsque les Rwandais et les Ougandais avaient amené Kabila Père, lorsqu'ils l'avaient amené dans leur structure, eh ben, c'était pour faire quoi? C'était pour endormir les gens. Parce que, mais ils savaient très bien que Kabila Père ne pouvait pas continuer. Ils avaient déjà préparé leurs choses, leur terrain. Non, mais parce que l'UDPS aussi n'est jamais arrivé au pouvoir. Mais, madame, regardez ce qui est arrivé. Le groupe de FDL commence les actions à la frontière du Rwanda et du Congo, sous prétexte des réfugiés politiques, des FDLR, etc., qui pouvaient leur... En fin de compte, ce sont les Tutsis, c'est-à-dire le groupe de Kagame qui était au gouvernail de cette rébellion, mais ils ont voulu quand même, disons, pour montrer que c'est une rébellion congolaise, mettre quelques Congolais en exergue. C'est ainsi que Kabila Père, ainsi de suite, était un peu... Alors, une fois que le pouvoir était... lorsqu'ils arrivaient à Kinshasa et qu'ils avaient leur structure en place, ah ben, qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, on a vu Kabila Père qui a été tout simplement balayé. Donc, c'était, on le balayait pour faire quoi? Ben, parce que pendant cette période, le responsable numéro 1 de la défense rwandaise, le fameux général Kabarebe, c'est lui aussi qui était notre, quand ils sont arrivés à Kinshasa avec Kabila Père, c'est lui qui était aussi le numéro 1 à la défense nationale, comme responsable de l'armée nationale. Alors, vous pouvez vous imaginer que ce monsieur, la première chose à faire, c'est infiltrer encore une fois dans l'armée nationale tout ce qu'il pouvait, etc., de telle manière que Kabila Père a pu faire ce qu'il pouvait faire, etc., mais et très vite, vous avez vu de quelle manière il a été balayé. Mais est-ce qu'à ce jour, l'UDPS au pouvoir, est-ce que le parti reste fidèle à ses idéaux depuis la création? Bon, madame, je crois qu'il faut distinguer les structures d'un côté, les structures d'un parti politique, la vision de ce parti politique, donc qui est historique, et les personnes et les personnages, si vous voulez, qui... Vous voulez dire quoi par là? Eh ben, je vais dire tout simplement que les structures de l'UDPS, d'abord, je vous ai expliqué l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire... Non, mais je vous dis, d'abord, c'est pour vous dire que les structures sont là, mais maintenant, les animateurs, mais je ne sais pas si on peut me demander si je suis satisfait ou pas. Vous êtes journaliste, vous pouvez demander à tout le monde s'ils sont satisfaits de la manière dont le parti est géré aujourd'hui. Mais écoutez, il ne faut pas fermer les yeux sur certaines réalités, parce qu'alors en ce moment-là, on devient aussi complice de ce qui se passe. Parce qu'un parti politique, et surtout qui presse la démocratie, eh ben, c'est-à-dire que c'est un parti qui a des règles, qui a des structures, qui a des statuts, qui a des règlements intérieurs. Et alors, lorsque ces structures sont toujours en place, on peut dire que les structures sont là, mais maintenant les animateurs, c'est des personnes qui animent un peu ces structures, etc.
Alors, si les animateurs, ce sont des personnes qui s'écartent, hein, c'est un peu comme à l'église, on vous dit voilà les commandements de Dieu. C'est le commandement numéro 1, c'est ceci, 2, etc. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, cela. Eh ben, on vous donne les commandements comme étant, si vous voulez, la charpente. Mais maintenant, les personnes qui doivent suivre ça ou qui doivent animer, ainsi de suite, est-ce que tous les pasteurs ou bien tous les curés que l'on connaît, etc., est-ce que, hein, donc chacun, il y a même des saints, il y en a même qui sont prêts à mourir pour le respect de ces règles. Mais il y en a aussi qui en profitent pour faire de l'argent, pour faire ceci, pour s'amuser, etc. Mais écoutez, l'homme reste l'homme. Alors, lorsqu'on regarde comment les ambitions des membres sont gérées à ce jour... Parce que je vous donne simplement un exemple. Vous avez les élections, les dernières élections, par exemple, qu'on a connues au pays, les élections présidentielles, législatives, etc. 2023, il y a eu 2018. En 2018, eh ben, à l'UDPS, qu'est-ce qu'on avait? On avait, par exemple, pour une, pour comment est-ce qu'on appelle Ngaliema, pour le Kunga, par exemple, eh ben, autant de postes disponibles. Alors, ceux qui ont été, enfin, disons, les candidats de l'UDPS, qui ont été acceptés comme candidats pour faire les élections. Eh bien, il y avait même des alliés qui étaient là-dedans. Est-ce que vous connaissez dans le monde une seule structure politique qui va aux élections et qui introduit des alliés, donc des alliés qui viennent dans votre structure pour utiliser votre base pour recevoir l'élection député national ou provincial, etc. Est-ce que vous en connaissez quelque part? Ça a commencé avec l'UDPS? Mais avec l'UDPS, bien sûr. Pour vous dire que ceux qui ont introduit ces gens-là, ce n'était pas des cadeaux, c'était des trucs qui étaient faits sur des marchandages, etc. Mais aujourd'hui, les Congolais ont quand même une idée de la gestion de Alexis Mutanda, alors secrétaire général. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous n'avez pas pris votre temps pour préparer les gens à prendre le pouvoir après votre passage, parce que la façon dont les ambitions sont gérées aujourd'hui inquiète plus d'un Congolais. On a parlé de l'histoire, de l'historique ou de l'histoire du parti oui. Qui a été créé officiellement, non, attendez, qui a été créé en 1982. De 1982 jusqu'aux élections de 2011, parce que ce sont les premières auxquelles on a participé. Eh bien, pendant cette période, qu'est-ce que le parti n'a pas fait? On a fait des meetings, on a fait des formations, on a fait ceci, cela, etc. Ok, très bien. Mais maintenant, on a des dirigeants, comme je vous ai dit tout à l'heure ici, que d'un côté, vous avez les structures, les statuts, donc la base même idéologique, si vous voulez, du parti. Et puis, vous avez les animateurs. Alors, quand vous avez quelques animateurs qui sont tout simplement des personnes qui n'ont jamais intériorisé, parce que ces choses-là, il faut intérioriser ça. Il faut être dans et qui n'ont jamais intériorisé. Ils étaient là, ils ont vu, ils participaient à ceci, cela. Mais ce sont des personnes qui n'ont jamais intériorisé, si vous voulez, les enseignements du parti. Parce que, comme je vous ai dit, l'union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social, c'est le bien-être de tout le monde. Mais alors, s'il y a des personnes qui voient beaucoup plus leurs intérêts personnels plutôt que les intérêts des choses. Est-ce que par là, le peuple peut comprendre qu'Alexis Mutanda, ancien secrétaire général, est non seulement mis à l'écart, mais n'est plus de l'UDPS? Bon, vous savez, pour m'écarter de beaucoup de choses, évidemment, ils ont chanté partout, voilà, il a créé son parti. Oui, à un moment, on l'a dit, on a entendu que vous avez créé votre parti, vous avez décidé de claquer la porte du parti. Eh bien, vous êtes journaliste, à quel moment est-ce que vous m'avez vu passer à la télévision pour dire, voilà, mon parti s'appelle ceci, cela, etc. Donc, c'est tout simplement pour... il est vrai que pour aider le parti,
Vous avez fait quoi? aller de l'avant, eh ben, on a créé certaines associations. Ah, des associations et non un Donc, parti une politique. association, une fondation. La fondation, premièrement, c'est pour aider quoi? Le développement. C'est pour aider les mamans maraîchères, c'est pour aider les orphelins, les personnes qu'on ramasse dans la rue ici, mais si on peut les aider, etc. Certains étudiants qui ont des capacités mais qui n'arrivent pas à terminer leurs études, si vous pouvez les aider, eh bien ça c'est une association. Et ça va même, si vous voulez, dans l'esprit même d'accompagner le parti au pouvoir. Alors vous avez une association comme ça, vous entendez un individu quelque part qui dit « Oh non, il a créé son parti politique. Quelles sont les preuves qu'il donne? Il n'en a pas. » Alors vous voyez un peu, disons, cette nocivité, n'est-ce pas, qui n'a pas de nom. Alors aujourd'hui, ce qui se passe avec le parti... Et je peux vous dire que même aux élections, les résultats qu'on a eus aux élections législatives, aussi bien en 2023, tout comme en 2017, eh bien, étaient très différents des résultats que certains responsables du parti ont. Alors, il racontait aux gens, il a créé son parti, il a fait ceci, cela, etc. Alors, quand vous avez vu vraiment sur le terrain, on vous a quand même vu sur le terrain en train de prêcher le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Mais justement, on a fait la campagne électorale. Imaginez-vous, madame, que pour la dernière, par exemple, 2023, eh bien, on était sur le terrain depuis le début jusqu'à la fin. On était sur le terrain en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, jusqu'à la fin. Et nous avions aussi nos témoins qui ont amené certains résultats du bureau de vote à gauche à droite. Et lorsque nous avons examiné nos résultats, qui étaient par rapport à ce qui est sorti officiellement, on se demande, mais ça vient d'où, etc. Et il y a même des responsables du parti qui vont à la CENI ou à la Cour constitutionnelle pour imposer, diaboliser, non seulement diaboliser, mais faire changer les choses. Donc c'est ce qui s'est passé avec votre cas, donc on a changé les choses. On a changé les choses, oui, on a changé. On a préféré se taire parce que, bon, qu'est-ce que vous pouvez, dans des circonstances comme celle-là, bon, pour ne pas augmenter les fissures, n'est-ce pas, qui existent déjà. Et vous le savez aussi, par exemple, ma permanence, la maison de l'Imété. Oui, c'était votre. Encore une histoire. Oui, oui. Eh bien, c'est encore une fois, on était au dialogue intercongolais. Et pendant que le président et certains membres du parti étaient en train, le gouvernement congolais ici à Kinshasa, le ministère de l'Intérieur spécialement lancé, voilà, pour être opérationnel pour un parti politique, voilà les conditions, il faut avoir un siège, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Eh bien, le parti n'avait pas de siège officiel. Les combattants se réunissaient à la résidence privée du président Tshisekedi ou bien chez le secrétaire général, Pongo et puis Massamba et après, ainsi de suite. Alors, mais avec cette réglementation du ministère de l'Intérieur qui disait que si vous n'avez pas une permanence fixe, alors on a fait un effort, on a pris une maison, on a donné au parti encore une maison qui était bien située parce qu'elle était dans les airs. Et bien, à un moment donné, ceux qui ont cassé cette maison, c'est les combattants du parti. Et on sait très bien qui les a dirigés, qui a fait quoi, etc. Ah, vous le savez. Ah oui, mais comment donc, il y a même des vidéos, on a vu des choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de mauvaise volonté. Mais est-ce qu'à ce jour, vous êtes prêt à revenir si jamais on venait vers vous pour vous dire que le parti a besoin de vous? Parce qu'on a toujours besoin de cette sagesse pour encadrer la génération qui vient d'arriver. Mais madame, vous savez, comme je vous ai dit, lorsqu'on a adhéré à ce parti, ce n'est pas seulement pour jouer, etc. C'est parce qu'on avait un objectif bien déterminé. Lorsque vous voyez notre masse populaire, aussi bien déjà dans la capitale, ce que nous vivons tous les jours, est-ce que vous pouvez dire vraiment que les Congolais profitent des richesses qui regorgent de ce pays? Et à l'intérieur du pays, ça se passe de quelle manière?
Alors, et puis encore, c'est lui des PES qui est au pouvoir. Hein. Une déception totale pour certains Congolais. Attention, parce qu'être au pouvoir, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on a la présidence. Vous savez que le pays a des organes politiques. Vous avez la présidence de la République, vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, et puis vous avez les assemblées provinciales. Et bien, tout ça, ça fait partie, si vous voulez, des organes qui dirigent le pays. Alors, la présidence, bien sûr, c'est l'organe suprême qui chapeaute un peu tout cela. Mais j'ai entendu certaines personnes, on voit par exemple des caniveaux, n'est-ce pas, qui sont pleines de saleté. Et vous entendrez quelqu'un qui vous dit, mais le président Fachi ne fait rien du tout. Est-ce que le président de la République doit descendre? Parce que vous l'aviez aussi dit à Kabila en son temps, quand il y avait quelque chose, c'est Kabila. Et tout se retourne contre vous. Hein? Bon, il y a des gens peut-être qui commettent cette erreur. Okay, mais pas vous. Mais il faut dire que lorsque on a une ville comme la ville de Kinshasa, c'est quand même une ville-province. Il y a une capitale, c'est la capitale de l'Europe. Mais il est gouverné par un monsieur qui s'appelle gouverneur de la ville. Et l'actuel, il vient du parti. Non, d'accord. Mais ce gouverneur aussi, il a une assemblée provinciale. Il a un gouvernement provincial. Il dépend d'abord du ministère de l'Intérieur, du gouvernement central. Et puis, le gouverneur de la ville, il a des bourgmestres. Et les bourgmestres, ils ont aussi... Donc, c'est un pouvoir qui est bien structuré et qui existe. Alors, pour nettoyer les caniveaux, pour organiser le transport en commun, etc. Il faut que le président de la République descende jusqu'à ce niveau. Et les bourgmestres, ils font quoi? Le gouverneur de la ville, il fait quoi? Et parce que tous chantent toujours la vision du président de la République, la vision Alors, la vision du président, c'est que les provinces doivent rester sales et ne doivent pas être organisées. Est-ce que c'est ça la vision du président? Il a toujours prêché, si vous voulez, une voie vers le progrès. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué au pays? Parce que vous pouvez comparer, par exemple, Kinshasa, pour ne pas parler des provinces. Kinshasa de Mobutu, Kinshasa de Kabila les pères, Kinshasa Kabila fils, Kinshasa de Félix Tshisekedi. Alors, mais c'est ça que je vous dis que lorsque le président de la République a des dossiers comme le problème de l'Est, où il y a des morts et des centaines de morts, où les frontières ne sont pas respectées, où nos richesses sont en train de... Ce dossier-là, tel qu'il est, avec des milliers de morts, par exemple, on vous dit qu'à l'est du pays, les 30 dernières années, il n'y a pas eu moins de 15 millions de morts. Ceux qui sont morts là, ce n'est pas des Congolais. Est-ce que c'est un dossier majeur ou il n'est pas majeur? Lorsque vous prenez ce dossier, vous êtes en train de chercher des solutions. Qu'est-ce qui est prioritaire? Aller s'occuper des caniveaux qui sont pleins de saleté, ou bien il faut quand même que chacun fasse son problème. C'est un problème de leadership. Un problème de leadership? C'est un problème de leadership. Leadership, un leader, c'est quoi? Eh bien, si vous êtes un chef de quartier, vous êtes un chef. Vous êtes un leader et vous êtes un responsable de votre circonscription. Vous êtes bourgmestre. Mais vous savez, quand vous allez dans des pays organisés, la Belgique, la France, etc., mais vous allez voir ce qu'un bourgmestre, pour être élu, etc., c'est qu'il fait pour sa commune. Et il est responsable numéro 1 de cette commune. Quand il y a des problèmes qui le dépassent, eh bien, il pose des problèmes aux structures supérieures. Et c'est ça qu'on appelle la chaîne de leaders. Donc vous avez le leader principal qui a un gouvernement qui s'appelle le gouvernement du pays. Et dans ce gouvernement, vous avez des ministères. Madame, je vous donne un exemple. Allez dans n'importe quel commissariat de police dans notre ville de Kinshasa. Vous allez voir une première chose, c'est que ces commissariats de police sont tous les mêmes, c'est-à-dire ils sont bondés de vieux véhicules qui remplissent pratiquement toute la cour. Et vous trouvez des véhicules pourris, des véhicules qui sont là depuis des années et personne ne s'en occupe. Qu'est-ce qui empêche que
les responsables de ces polices-là, non seulement ça, mais qu'ils posent le problème. Mais vous trouverez des commissariats comme ça qui sont immondes, c'est-à-dire vous n'avez même pas envie d'entrer là-bas pour poser votre problème. Parce que le RDC souffre aujourd'hui d'un problème de leadership. De leadership à tous les niveaux. Il faut que les gens deviennent responsables de leur... Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que dès que vous êtes nommé quelque part, c'est fini, vous avez... Alors que faut-il faire pour avoir des leaders, des véritables leaders? Mais il faut les former, les leaders. Il faut les former. On devait avoir, en tout cas, disons... Un leader, c'est d'abord une personne qui est responsable de son poste. Il est responsable. Et être responsable, c'est avoir une vision. Lorsque vous avez une vision, vous mettez en place des objectifs. Et vous cherchez des collaborateurs qui peuvent avoir les mêmes soucis et qui vous accompagnent dans cette démarche. Et alors, est-ce que les gens le font ou ne le font pas? Lorsque vous êtes nommé commissaire en chef d'un certain groupe, vous trouvez tous ces saletés, je vous dis, des mitrailles qui ne servent plus à rien. Même les propriétaires ont déjà oublié ça. Et ça se trouve là depuis 20 ans. Et ça fait quoi dans cette cour? Et qui doit prendre la décision? Est-ce qu'il faut le président de la République qui descend pour dire, messieurs, évacuez ici, nettoyez vos bureaux, etc. Alors, aujourd'hui, les Guinois, par exemple, habitent avec la saleté sans gêne, sans être interpellés. Oui. Eh bien, voyez par exemple, disons, le transport en commun. Les embouteillages qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est infernal, madame. Infernal. Vous pouvez quitter chez vous pour aller au bureau. Ça vous prend 4 heures pour arriver au bureau. 3 heures pour rentrer chez vous. Donc 7 heures que vous passez dans les véhicules, etc. Ou même sur la moto. Et vous prenez... ça peut impacter négativement sur la santé. Et la moto, c'est à vos risques et périls. Parce que vous pouvez ramasser la mort à n'importe quel moment. Mais est-ce qu'il y a du sérieux pour ça? Et qui doit s'occuper? Et le gouverneur de la ville, il fait quoi? Cette assemblée provinciale s'occupe de quoi? Êtes-vous fier de la version actuelle de l'Assemblée nationale? Comment? Êtes-vous fier en tant qu'ancien député national de la version actuelle de l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée nationale aussi est à un autre niveau avec, disons, des responsabilités à leur niveau. Est-ce qu'ils traitent du problème de caniveau et des choses de problème? Bien sûr, parce que chacun, les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des embouteillages comme ça, eh bien, il y en a qui empruntent la voie opposée. Tout simplement pour aller plus vite avec des militaires qui menacent tout le monde avec des klaxons, de ceci, cela. Et vous qui êtes là, il y a eu même un monsieur à un moment donné qui se permettait, lui, quand il y avait des embouteillages, il a envoyé ce policier pour aller trouver les pneus de ceux qui étaient devant lui. Ah, vous voulez parler de Jean-Marc Kaboun, vous ne voulez pas le citer. Bon, il a fait son passage également à l'UDPS, comme secrétaire général. Par exemple, lui, quand il était fâché, eh ben, ce sont ces agents qui sortaient pour trouver eh ben, c'est quelle solution ça? Est-ce que vous imaginez, où est-ce que vous pouvez classer ce genre d'opération? C'est pour vous dire qu'on a des problèmes très sérieux. Alors, beaucoup à dire, mais les temps nous fait défaut. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la guerre. Un accord qui a été signé, juste en un mot, comment est-ce que vous voyez cette démarche pour la paix dans l'Est et surtout cette révélation des experts de l'ONU qui disent que Paul Kagame est en train de travailler pour annexer l'Est de la RDC au Rwanda alors que l'accord a été signé le 27 janvier. Ce problème, c'est justement ça le fond du problème. Parce que le Rwanda, tel qu'on le connaît depuis des années, il est habité par 3 tribus principales. Vous avez les Hutus qui sont majoritaires, vous avez les Tutsis qui sont minoritaires, et puis les 3 qui sont un peu... Bon. Mais depuis qu'on connaît l'histoire de ce pays, dès le départ, vous savez que du temps colonial, c'était les Mwami
qui étaient pratiquement les responsables. Et les Mwani, c'est qui? C'était tout simplement des Tutsis qui s'organisaient pour... Et c'était des Tutsis qui étaient pratiquement à la tête un peu de tout ce pays. Jusqu'au moment où est venue la période de l'indépendance, les Hutus ont profité de l'occasion avec l'aide des communautés internationales à faire des élections et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Jusqu'au moment où il y a eu ces incidents de la mort de choses. Et au moment où les Hutus ont pris le pouvoir, eh ben, les Tutsis ont dit, pas question, nous ne pouvons pas rester sur... Et ils sont sortis du pays pour aller faire la rébellion. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés chez Yoweri Museveni, qui venait aussi d'arriver, qui voulait renforcer son pouvoir, etc. Et alors, il les a aidés pour faire ce qu'ils ont. Alors, ils ont tué le président Biamana, et puis il y a eu, disons, ces génocides. Mais les Tutsis étaient bien organisés, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces Hutus qui avaient participé? Ils les ont tout simplement chassés du pays, orientés, parce que les voisins de Tutsis, vous avez le Congo, vous avez l'Ouganda, vous avez tous ces pays. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas orienté ces réfugiés vers les autres pays? Eh bien, on les a orientés vers le Congo. Alors, une fois qu'ils étaient au Congo, etc., ils ont commencé leur chanson où ils vont faire la contre-offensive, etc., etc. Donc, il faut les chasser de là. C'est comme ça qu'ils sont entrés au pays, mais en réalité, leur vision était d'arriver à Kinshasa, chasser Mobutu et le remplacer par faire les choses de la manière qu'on a fait. Alors aujourd'hui, quelle solution pour une paix durable? Alors, ça c'est premièrement, c'est-à-dire chercher une possibilité de créer cette république de volcans qui a toujours été l'idée fixe et l'idée dans la tête de tous les Tutsis du monde. C'est-à-dire créer la république de volcans. Et la république de volcans, dans leur analyse, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, le sud de l'Ouganda et la province des choses du Kivu, c'est-à-dire nord et sud. Et ça, c'est une idée fixe qui les a travaillés depuis toujours. Et je peux vous dire que même du temps de Bisengimana, quand Bisengimana était directeur de cabinet de Mobutu, parce que Bisengimana c'était aussi un Tutsi rwandais qui a étudié au campus universitaire avec la bourse des choses. Plusieurs d'ailleurs sont passés par là. Mais Mobutu l'avait remarqué, c'était un homme très efficace, il l'a mis à la tête. Mais ce monsieur, eh ben, il a travaillé avec les Congolais. Mais quand il avait une possibilité d'aider mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, par exemple, pour donner la nationalité congolaise, non pas à un Tutsi ou chose, mais à tous ceux qui étaient au Congo, eh ben, c'était un truc qu'on leur donnait en vrac. Et puis, c'est pour vous dire tout simplement cet aspect de la collaboration ou de la complicité. Donc, il y a une idée fixe, c'est la création de... Alors, cet État serait évidemment au centre de l'Afrique. Vous voyez un peu la situation. Quand vous avez le Rwanda, le Burundi, les deux Kivu, le nord, le sud, Ouganda, etc., eh bien, c'est une république qui est pratiquement au centre de l'Afrique. Et vous avez également cette possibilité que les deux Kivu que vous attachez à cette république, c'est là où il y a le plus de minéraux. Le coltan dont on parle, c'est au nord et sud Kivu. Alors comment résoudre cette question pour une paix durable dans ce coin? Parce que l'accord est là. Kabila qui est également à l'est. Allons-y doucement. Lorsque vous avez le RCD qui fait la guerre et on va au dialogue intercongolais, un des vice-présidents à l'époque qui venait après Kabila, c'était Roubero. Et qu'est-ce que Roubero n'a pas fait pendant cette période-là? Premièrement, prendre, disons, tous les militaires qu'il avait chez lui, etc., et les déverser carrément dans l'armée nationale congolaise. On en a déjà parlé.
Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir contrôler l'armée nationale. Et lui-même était dans la politique, donc il contrôlait le gouvernement. À la tête, il y avait déjà un président d'origine rwandaise. Et alors, ils avaient pratiquement tout. Et je vous donnerai encore un autre exemple. Voyez par exemple, disons, les 400 vaches qui sont arrivées au Bandundu il y a quelques années. On nous a dit à tous que ces vaches et tout ça venaient de l'Est du pays. Madame, est-ce que si vous regardez l'Est du pays, c'est-à-dire là où est situé Rwanda, Burundi, etc., pour arriver au Bandundu, c'est combien de kilomètres? Vous n'avez pas moins de 2000 kilomètres. Vous passez avec 400 vaches à travers cet espace-là. Et cet espace, ce n'est pas la forêt vierge. Et dans la forêt vierge, est-ce que vous avez des routes? Et comment est-ce qu'ils ont pu traverser avec 400 vaches, traverser cette terre pour arriver jusqu'au Bandundu? Et puis ensuite, vous avez combien de rivières qu'il fallait traverser pour arriver là? Comptez un peu, prenez votre carte et regardez un peu le nombre de rivières qu'ils ont eu à traverser pour arriver au Bandundu. Ces 400 vaches au Bandundu, est-ce que le Bandundu manque de vaches? Est-ce que la ville de Kinshasa, on nous a déjà dit qu'il n'y a pas de vaches? Est-ce qu'il n'y a pas de vaches au Bas-Congo? Et pourquoi est-ce qu'on doit se permettre un effort aussi énorme pour amener ces vaches? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre plan? Et Kabila, qui était président de la République, il était au courant de cette avancée, oui ou non? Et ces gens, en faisant, ils ont passé combien de mois pour pouvoir passer de là où ils étaient jusqu'au Bandundu? Vous imaginez que si on vous donne aujourd'hui 20 vaches, on vous dit, madame, amenez-nous ça à Maluku, vous allez faire combien à pied? Vous allez faire combien de temps avec ces vaches-là? A fortiori à travers la forêt vierge de cette. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce projet? Alors c'est complètement fini. Alors deux petites questions sur la personne d'Alexis Mutanda. Que reste-t-il aujourd'hui du combat d'Alexis Mutanda-Dier? Oui, le combat, si on a fait ce combat, ce n'était pas pour faire la publicité. Je peux vous dire que, premièrement, nous avons mis en place, ou plutôt en circulation, un livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Le Congo en quête d'un leadership politique de changement par des élections libres et démocratiques. Okay. Donc c'est un livre qui... les Congolais peuvent se procurer cet ouvrage? Ils peuvent se procurer cet ouvrage. Dans les bibliothèques de Kinshasa? Parce que, enfin, il est sorti il y a déjà 15 ans. Okay. Et il est en circulation. Et bien là-dedans, nous avons résumé une trentaine de conférences, débats. Une trentaine de conférences, débats que nous avons données entre 2004 et 2007. Et c'était surtout la période où on venait de terminer le dialogue intercongolais. On avait beaucoup de problèmes, on discutait, etc. Nous avons parlé de tout et de rien sur l'origine du pays, les richesses du pays. Donc, madame, monsieur, vous pouvez donc vous procurer cet ouvrage, Le Congo en quête d'un leadership politique de changement par des élections libres et démocratiques, qui retrace pratiquement l'histoire du pays. Alors, vous pouvez le trouver dans les bibliothèques. L'histoire du pays, l'histoire de l'UDPS, l'histoire du... Voilà, l'histoire du pays et des différents régimes qui sont passés. Alors aujourd'hui, que ça... Et puis ensuite, à côté de cela, nous avons mis en place cette association qui n'a rien à voir avec la politique. Parce que la politique est... alors c'est le drapeau qui est juste à votre gauche? Voilà, c'est Adam, donc l'association des amis. C'est comme les amis de Mandela, les amis de ceci, cela, etc. Et elle est depuis combien d'années? Ça c'est une dizaine d'années déjà. Donc ça fait que c'est une association qui prêche en réalité le leadership. Parce que en leadership, vous voyez la vision incommensurable. La RDC est considérée comme la plus belle femme du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on découvre encore de l'or, des diamants, de ceci, cela, etc. Un peu partout. Le deuxième élément, c'est l'immensité du territoire congolais. Nous avons
plus de 2,4 millions kilomètres carrés de terre. Et il y a des pays comme le Rwanda, etc., qui n'ont que ainsi de suite. Et le troisième élément, et c'est peut-être un élément le plus important, c'est l'indifférence des Congolais eux-mêmes à être conscients de l'avenir de leur propre pays. L'indifférence. Et le fatalisme. Et disons, il y a 15 millions de morts à l'est du pays, mais à qui ça s'en occupe? C'est un fait divers. Les gens sont dans des bars. Et tous les week-ends, tous les week-ends, au Capi peut vous dire, il y a eu tel village envahi par tel groupe, etc. Il y a eu 20 morts. Eh bien, c'est un fait divers, on entend et puis on passe à autre chose. Alors, quels sacrifices vous ont marqué dans votre parcours politique? Bon, les sacrifices, madame, eh bien, tous les efforts qu'on fait, personnels ou avec d'autres personnes, eh bien, c'est toujours des sacrifices. Parce que il y a un dicton qui dit plus vous donnez, plus vous recevez. Et le Congolais, qu'est-ce qu'il peut donner? Le Congolais, ce qu'il peut donner à son pays, c'est d'abord défendre son intégrité. C'est de travailler au bien-être social de la population. Et lorsque vous donnez tout cela, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez recevoir? Eh bien, vous recevez aussi ce dont vous avez besoin pour grandir dans la société. Alors, quel est votre plus grand regret politique et votre plus grande fierté? Bon, plus grand regret, c'est surtout ce qui nous arrive à l'heure actuelle, parce que on a signé, on a fêté notre indépendance de 65 ans. Et qui coïncide aussi avec les centenaires de Lumumba, considéré aujourd'hui donc, héros national. Alors, imaginez-vous un pays qui est indépendant depuis 65 ans. Imaginez-vous un peu la situation d'un grand-père ou d'une grand-mère qui a 65 ans avec une famille nombreuse. Est-ce que cette personne peut être fière de ce qui l'entoure? Et il va se poser la question, mais j'ai fait des efforts pour faire ceci, cela, etc. Mais dans la famille, je ne vois personne ainsi de suite. Mais c'est une frustration énorme. A fortiori, un pays qui est riche, qui est immense, qui a un avenir tout à fait, disons, exceptionnel, mais qui est pratiquement l'objet de moquerie de tout le monde. Imaginez-vous un pays comme le nôtre en face au Conseil de sécurité, en face de Rwanda. Et on chante le Rwanda, c'est le Rwanda, etc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et là, vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre. Et surtout, plusieurs s'est posé la question, et où est-ce que vous êtes parti? Alors, pouvez vous adresser à cette population? Nous avons un pays qui est grand, un pays qui est pauvre, un pays qui est jeune. Mais c'est notre pays, c'est-à-dire que chacun de nous est propriétaire de ce pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le sort de ce pays ou, disons, son avenir entre les mains d'autres personnes. Nous pouvons toujours avoir l'aide, parce qu'un pays ne peut pas se développer seul, il se développe toujours avec la coopération de tout le monde. Mais la grande responsabilité, à 99% des choses, les responsabilités, c'est le Congolais lui-même. Donc il n'y a que les Congolais qui vont façonner ce pays, qui vont le diriger et qui vont l'amener. Parce qu'aujourd'hui, nous devenons comme, si vous regardez le développement du monde, eh ben, le monde entier est devenu comme un grand village. Et dans un grand village, vous avez des cases, etc. Mais la case République démocratique du Congo, c'est nous qui sommes là. Et c'est nous qui devons la nettoyer, la renforcer pour qu'elle devienne puissante et qu'elle puisse jouer le rôle. Et ce rôle-là, ce n'est pas les Américains ou les Français ou les Belges, etc. qui vont le faire. C'est les Congolais eux-mêmes. Et les Congolais ne vont y arriver que s'ils créent ce qu'on appelle la société de confiance. Une société de confiance est une société où tout le monde va dans le même sens. Si votre voisin a gagné, vous avez gagné. S'il a perdu ou s'il a des problèmes, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez le même sort.
Et le jour où les Congolais vont comprendre que nous avons cette responsabilité, le debout congolais, parce que nous sommes unis par le sort. Et si vous êtes unis par le sort, vous devez faire ce que vous devez faire ensemble pour arriver à être mieux. Quand on voit les Quinois, on voit les Congolais en général, la vie que les gens sont en train de vivre, c'est une vie misérable. Est-ce que nous le méritons? Et même le bon Dieu qui nous a donné tous ces dons, etc. Est-ce qu'un jour il ne va pas nous demander qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Et quelle sera la réponse? Ça sera que Trump, à la Maison Blanche, n'a pas voulu ceci ou cela. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de ce jour, Alexis Mutanda, c'est une personne à plusieurs casquettes. Ancien secrétaire général, député honoraire, alors président de plusieurs structures, écrivain. Je pense que vous avez aimé cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis. Et surtout, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire. Au revoir.